Il est avocat de formation, il a travaillé pour l'UFC Que Choisir comme juriste lobbyiste, avant de conseiller Alain Vidalis, d'abord au ministère des Relations au Parlement, puis au ministère des Transports. Il en est parti en juin 2015 pour devenir porte-parole d'Uber France. Bonjour Grégoire Kopp. Bonjour Benoît Georges. L'année 2016 s'est terminée de façon un peu violente pour les VTC, pour le secteur des VTC, avec notamment une grève des chauffeurs qui a fait beaucoup de bruit. Ça s'est calmé pour la trêve. Le mouvement doit en principe reprendre ces jours-ci. Comment vous sentez l'année 2017 ? Écoutez, beaucoup de questions se posent. C'est une année électorale et effectivement, il va falloir y apporter des réponses. Et ce qu'on est en train de créer avec Uber, en améliorant massivement la mobilité des gens, à travers des chauffeurs indépendants pour la plupart qui sont en train d'émerger, ça pose des questions par rapport au système social français où les indépendants étaient les parents pauvres de ce système et il va falloir apporter ces réponses. Des discussions sont en cours, notamment au niveau ministériel avec un nouveau médiateur, M. Rapoport, qui a été nommé et son travail va se dérouler tout au mois de janvier. Mais les chauffeurs, vous parlez des clients, c'est vrai qu'ils sont satisfaits du service. Les chauffeurs, par contre, on a découvert en fin d'année que tout n'était pas rose pour eux et qu'ils n'étaient pas contents et que certains étaient même très violents envers vous, que le statut de VTC, les VTC avaient un temps tapé contre les taxis, maintenant c'est contre Uber qui tape. Comment vous expliquez ce retournement ? Alors, il n'y a pas un réel retournement, il y a certains chauffeurs, effectivement, qui remettent en cause la démocratisation du service de VTC. Il ne faut pas oublier qu'auparavant, le VTC existait déjà. Ça s'appelait la Grande Remise, c'était un service de luxe, cher, avec des voitures à 50 000 €. Aujourd'hui, ce que propose Uber, parce que Uber, c'est une entreprise de technologie qui a pivoté. Au départ, vous aviez l'image du Uber avec un service de luxe, et c'était vrai, c'était la conviction initiale d'Uber. Mais on s'est vite rendu compte que ce que veulent les gens, c'est pas une voiture de luxe, très peu de personnes veulent ça. C'est aussi une voiture accessible, démocratisable, qui soit à l'heure et qui soit sûre. Et ça, effectivement, ce ne sont pas des voitures à 50 000 €, ce n'est pas un service de luxe, c'est un service accessible. Donc certains chauffeurs qui aimeraient que les prix soient plus chers, pour revenir à un tarif supérieur au taxi, ont manifesté, sont descendus dans la rue avec des revendications qui étaient claires, qui étaient soit Uber réaugmente ses prix, ainsi que toutes les plateformes, soit vous quittez la France. Ils sont pas venus, ils veulent pas que ce soit cher pour être cher, ils veulent que ce soit cher pour être payé correctement. Et l'application Uber est rentable. Est rentable pour qui ? Pour les chauffeurs. Les chauffeurs aujourd'hui en moyenne. Ils n'ont pas d'argent à travailler, mais heureusement ils sont indépendants. Mais bien sûr, mais ça leur permet même de gagner de l'argent. Qu'il y ait certains chauffeurs qui veulent gagner beaucoup d'argent en faisant du luxe, c'est leur choix, ils peuvent travailler avec qui ils veulent, mais effectivement, l'application UberX, le service de base, ne permet pas cela. Il y a plein d'autres chauffeurs qui, en moyenne, aujourd'hui, gagnent entre 1 400 et 1 600 € net par mois, et c'est pas Uber qui le dit, c'est le Boston Consulting Group, donc à l'extérieur. Bien sûr, il faut bien donner accès à c'est une étude que vous aviez commandée. Et si on ne donne pas accès à nos données, ils ne peuvent pas y avoir. Donc les gens ne travaillent pas bénévolement. L'étude ne dit pas d'ailleurs ce que leur coûte leur protection sociale, leurs vacances, parce que c'est quand même un mode de travail d'indépendant, avec ses avantages et ses inconvénients. Un des inconvénients, c'est que sur le net que vous donnez, il y a la protection sociale, les vacances et pas mal de choses qui sont, pour les gens dans le mode classique du salariat, n'existent pas. Tout à fait d'accord avec vous, les indépendants aujourd'hui ont une situation à part qui est spécifique. Et justement, il faut se pencher dessus. Le statut d'indépendant est revendiqué par les chauffeurs. 87% des chauffeurs qui travaillent avec nous disent que la première raison, c'est d'être indépendant, travailler quand on veut. Mais effectivement, il y a une contrepartie. C'est qu'en France, depuis maintenant des années, les indépendants sont le parent pauvre de la protection sociale. Donc il faut réfléchir. Parce que pour Uber, imaginez un chauffeur qui se casse la jambe, qui ne serait pas bien couvert, qui se rend compte que dans ce cas-là, son métier ne lui permet pas d'être couvert pendant cette rupture. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça va dans l'intérêt d'Uber également, que le chauffeur puisse être accompagné pendant ce moment de maladie ou de blessure pour pouvoir reprendre son travail après. Aujourd'hui, il y a ce que Pascal Terrasse appelait dans son rapport l'aveuglement des travailleurs des plateformes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients réellement tous ne se couvrent pas suffisamment contre ces risques-là, alors que c'est à eux de le faire. Et ce n'est pas Uber qui le fait. Eh bien, on fait tout un travail dans notre centre à Aubervilliers aujourd'hui. On accueille tout l'écosystème, c'est-à-dire des loueurs de voitures, mais aussi des comptables, des assureurs, pour que les chauffeurs qui viennent s'inscrire chez nous en disant « je veux être chauffeur, comment est-ce que je fais ?» ou « c'est bon, j'ai ma carte VTC, comment est-ce que je fais ?» puissent être accompagnés. Et nous, notre but, c'est d'essayer de mettre en concurrence ces loueurs de voitures, ces comptables, ces assureurs, pour baisser les prix et que les chauffeurs puissent faire la meilleure marge possible, être le plus rentable possible. Parce que ce sont des entrepreneurs, comme vous le dites bien, il n'y a pas que l'argent qui rentre, c'est-à-dire le prix des courses, il y a l'argent qui sort. Et aujourd'hui, l'argent qui sort est souvent beaucoup trop cher parce que ce sont des personnes isolées qui n'arrivent pas à mettre en concurrence les offreurs qui leur apportent une voiture, un service d'assurance. Et ça aussi, il faut travailler pour le faire baisser. Alors, on parlait des prix. Ce qui a déclenché en partie le mouvement, c'était une augmentation de la commission que prélève Uber sur les courses.
Aujourd'hui, vous direz que le prix est bon ou pas bon? Est-ce qu'on a un juste prix des VTC, ou est-ce que les différentes entreprises sur le marché, parce qu'il n'y a pas qu'Uber, il y a le cab, il y a chauffeur privé, ont cassé les prix pour avoir le maximum de clients, et est-ce que c'est pas rentable? C'est rentable. L'application VTC Uber est rentable pour les chauffeurs qui l'utilisent. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit encore plus rentable? Et s'il y a certains chauffeurs... les gens qui travaillent. Exactement, c'est ça qui est compliqué, mais on est en train de créer quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est totalement nouveau, c'est-à-dire faire émerger ces indépendants à travers des plateformes où ils n'ont aucune obligation de travailler avec Uber. Il faut le rappeler, en France, la concurrence est féroce, on peut voir plusieurs de nos concurrents très actifs, il y en a certains qui font des campagnes de publicité, d'autres qui ont été... Vous en faites aussi. Exactement, d'autres qui ont été rachetés par des grands groupes, avec du coup des reins très solides derrière. Donc, vous avez aussi les reins assez solides. Exactement, mais c'est un marché qui est très compétitif, et les chauffeurs ont la chance de pouvoir choisir, et c'est en ça qu'il faut se rendre compte que le pouvoir leur est donné de dire je veux travailler avec telle ou telle plateforme. Et si une plateforme ne leur convient pas, ils peuvent changer. Et donc du coup, ça permet de nous mettre, nous, les plateformes en concurrence et de nous forcer à travailler tous les jours pour offrir le meilleur service aux chauffeurs. Est-ce que ce conflit qui a eu lieu en fin d'année, il vous a pesé? Est-ce que des chauffeurs sont partis pour d'autres, ou est-ce que des clients sont partis pour d'autres? Quelle a été votre activité en fin d'année par rapport à la fin d'année 2015? Alors, premièrement, je pense à tous les chauffeurs de VTC. Aujourd'hui, ils sont 22 000 en France. Il y en avait 300 qui manifestaient et il y a eu un impact d'image assez important. Effectivement, on l'a vu, ça a détérioré. Ils disaient à leurs clients, je manifeste pas, mais je sais aussi que c'est mon intérêt que les prix augmentent ou que les commissions baissent. Chacun aimerait pouvoir gagner plus d'argent. Nous, ce qu'on essaie de construire, c'est un équilibre où le chauffeur, s'il n'est pas rentable, s'il ne gagne pas bien sa vie, il arrêtera de faire ce métier. Donc nous, tout ce qu'on construit ne servira à rien. Le passager doit faire... En fin d'année, l'activité, grâce à la hausse qu'on avait, ça a été à peu près neutre. Il n'y a pas eu d'impact. Non, il n'y a pas eu ni d'explosion du trafic, ni de recul du trafic par rapport à l'année précédente. Voilà, ça a été à peu près neutre, en suivant la marge de progression que l'on a, évidemment. Mais donc, il n'y a pas eu un impact significatif de ces mouvements, même si, évidemment, une journée complète de blocage aux aéroports ne va pas inciter les gens à prendre un VTC ou une voiture, puisqu'il y a des bouchons dans Paris, mais plutôt les transports en commun, ce qui est très bien d'ailleurs. Et sur l'activité de votre maison mère, Uber est connue pour avoir levé, je crois, pas loin de 15 milliards d'euros depuis sa création. Elle est connue aussi pour en dépenser beaucoup. C'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent aujourd'hui, qui en perd. Au dernier pointage, c'était 2,2 milliards de dollars perdus au troisième trimestre sur l'année 2016. On en est où? Vous allez battre les 3 milliards de dollars brûlés en 2016? Alors, on ne fait pas de concours et on ne commande pas ces chiffres, mais effectivement, Uber dépense beaucoup d'argent parce qu'on crée un marché. Rendez-vous compte, pour l'instant, c'est un marché qui n'existait pas, avec très peu d'offres, très peu de taxis disponibles et très peu de personnes qui l'utilisaient. Notre but, c'est de le démocratiser, et grâce au numérique et à la mondialisation, qui est un gros mot pour certains, ça peut être partout dans le monde au même moment. C'est parfois difficile parce qu'en Chine, vous avez dû faire machine arrière. Il y a des marchés plus faciles que d'autres. Exactement. C'est extrêmement compliqué, mais il y a des endroits où du coup ça marche extrêmement bien aussi. Quand on voit l'Amérique latine aujourd'hui est en plein boom sur le VTC. Là-bas, il y a notamment une question de sécurité. On sait que la sécurité est un vrai problème, mais les gens, quand ils prennent un VTC, se sentent sécurisés. Donc c'est en plein boom. En Afrique, par exemple. Mais est-ce qu'un jour ce sera rentable? Parce qu'aujourd'hui, en ayant à peu près partout une position de leader, voire de monopole sur les courses, vous n'arrivez pas à dégager de revenus. Au contraire, ça vous coûte beaucoup d'argent. Parce qu'on en dépense plus que ce qui rentre. Effectivement, aujourd'hui, Uber, par rapport à d'autres business models de boîtes du numérique où il n'y a pas du tout de rentrée d'argent, on ne sait pas comment ça se monétise, Uber, on le voit très bien. Et les chauffeurs en parlent, ce sont ces frais de service qui sont facturés. Donc, de l'argent. C'est un modèle qui est scalable, c'est un modèle qui, plus j'ai de clients, plus je gagne d'argent, puisque j'ai une commission. Exactement, mais là, Uber, plus il y a de clients, moins vous gagnez d'argent. Ah non, on gagne de plus en plus d'argent, sauf qu'on continue d'en dépenser, parce que les investissements sont colossaux. Le travail qui est effectué depuis 5-6 ans par cette entreprise est assez phénoménal. Ça s'est jamais vu dans autant de pays. On est dans pratiquement 70 pays, 500 villes en 5 ans. C'est exceptionnel, exceptionnellement dur. On travaille beaucoup pour cela, ça coûte beaucoup d'argent. Mais imaginez un boulanger qui ouvre sa boulangerie et qui va faire le samedi après-midi petit pain gratuit. Bon, il veut se faire connaître, ça vous semble normal. Et nous, pour pouvoir faire connaître le service et faire en sorte que les passagers utilisent pour la première fois, c'est un peu ce qu'on fait au niveau mondial. Tenez, on vous offre la première course. Et pareil pour les chauffeurs au départ, pour convaincre des gens d'exercer ce métier, on dit, voilà, il y a un chiffre d'affaires minimum garanti, où il y a des choses qui permettent aux gens de se lancer quand il n'y a pas encore de passagers. Donc tout ça coûte de l'argent. La rentabilité, elle sera quand? Pour Uber France ou pour Uber Monde? Uber France est rentable, Uber Monde va le devenir, mais Uber France, si on devait prendre en compte tous les coûts qu'il y a pour créer l'application, on ne le serait pas. Donc globalement, ça va prendre encore un peu de temps, mais on y travaille chaque jour et on va dans le bon sens, puisque on rend compte, voilà, en Chine, il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu cette fusion qui a été faite avec le concurrent chinois au regard des règles chinoises qui existent. Je ne sais pas si ce serait tout possible au niveau de l'Europe, hein. D'ailleurs c'est un sujet dont on parle souvent, là, le fait de créer des grands champions européens ou mondiaux, en tout cas les États-Unis y arrivent, la Chine y arrive, et donc on verra, mais on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci à vous.